Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à Strasbourg au Parlement européen pour ce 3e numéro de Vue d'Europe, l'émission consacrée à l'actualité de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Et nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau Nicolas Bay, qui est le vice-président du groupe ID, Virginie Joron, bonjour. Bonjour. Et Gilles Le Breton. Bonjour. Dans quelques jours, la Grande-Bretagne va enfin sortir de l'UE. Rétrospectivement, qu'est-ce qui a poussé, selon vous, les Britanniques à faire ce choix de quitter l'Union européenne ? Je crois que les Britanniques, en réalité, ont eu l'occasion de s'exprimer par référendum, ce qui est finalement assez rare en Europe, pour dire ce qu'ils pensent globalement de leur appartenance à l'Union européenne. Ils avaient toujours eu des réticences, ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro, ils avaient toujours eu un certain nombre de réserves sur ce projet dont on voit bien qu'il va vers toujours plus d'intégration européenne. Et ayant l'occasion de s'exprimer le 23 juin 2016 par référendum, ils ont dit « nous souhaitons sortir ». Et finalement, Boris Johnson met aujourd'hui en œuvre, enfin, la décision souveraine exprimée par référendum à la majorité absolue du peuple britannique, alors que tout a été fait depuis 3 ans, notamment dans les institutions européennes, pour empêcher que le Brexit ait lieu, ou pour que, s'il a lieu, en tout cas, il ait lieu, mais en maintenant le Royaume-Uni dans l'essentiel des dispositifs européens. Oui, moi je dois dire que j'ai été témoin des difficultés extrêmes qu'ont eu les Britanniques à mettre en œuvre leur Brexit, puisque j'ai siégé ces derniers mois dans la commission des affaires constitutionnelles qui suit le Brexit, et je suis témoin de discours enflammés de nos adversaires politiques qui ont tout fait pour compliquer la négociation du Brexit. Et je dois dire que moi je suis assez admiratif de la pugnacité de Boris Johnson qui lui a permis de renverser tous les obstacles et de faire triompher la volonté du peuple britannique. Oui, et puis en plus, on s'est bien rendu compte que Bruxelles, de par son immobilisme, contraignait donc la Grande-Bretagne, et du coup avec cette perte énorme de 7 milliards au sein du budget, était bien, comment dire, dans son avantage à vouloir sortir enfin de ce carcan de Bruxelles. On a vu d'ailleurs dans les institutions européennes, c'était frappant, dès le lendemain du référendum, il y avait un peu 2 écoles. Il y avait ceux qui disaient, je parle de nos adversaires, les PPE, les socialistes, les macronistes, il y avait ceux qui disaient, bon, il faut tout faire pour repasser les plats, pour que le Brexit n'ait pas lieu, pour un nouveau référendum. Et puis il y a ceux qui disaient, finalement, on va faire en sorte que ça se passe le plus mal possible pour qu'au moins il n'y ait pas d'effet de contagion et qu'il n'y ait pas d'autres pays qui aient envie de reprendre leur liberté. Et c'est pour ça que s'est installée ensuite une négociation qui n'en était pas une, entre Michel Barnier pour la Commission européenne et Theresa May en tant que Premier ministre britannique. Ils étaient tous les deux opposés au Brexit. Normalement, une négociation, c'est entre 2 parties qui ont une vision différente. Et donc le texte auquel la négociation a abouti, c'est un texte qui consistait à maintenir le Royaume-Uni dans tous les dispositifs de l'Union européenne jusqu'en 2022, voire au-delà si la question très épineuse de la frontière irlandaise n'était pas résolue. Donc en pratique, ça revenait à dire aux Britanniques, vous avez voté pour sortir, eh bien 6 ans plus tard, vous serez toujours dans l'Union européenne, vous continuerez à verser 5 ou 6 milliards nets par an, tant que le problème irlandais n'est pas résolu, sachant que le problème irlandais, c'est évidemment très sensible, ça a fait 3000 morts dans une guerre civile, et par conséquent, il y a un traumatisme légitime d'ailleurs des Irlandais, des Britanniques sur cette question. Donc on voit que tous les arguments, y compris les plus déloyaux finalement, toutes les méthodes les plus déloyales ont été utilisées pour essayer d'empêcher que le Brexit se fasse. Donc Nicolas Bay, justement, vous êtes intervenu sur cette question du Brexit au Parlement européen et nous allons regarder un extrait. Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil, nous assistons aujourd'hui au bal des mauvais perdants. Tous, du PPE aux socialistes, en passant par Guy Verhofstadt à l'instant, regrettent le choix démocratiquement exprimé par le peuple britannique. Le verdict des urnes constitue en effet pour vous un revers, vous qui, ici au Parlement européen, dans les institutions européennes, ont multiplié les manœuvres pour essayer d'empêcher que le Brexit ait lieu, vous aussi qui parfois ont essayé de faire adopter coûte que coûte un texte qui était objectivement contraire à la volonté formulée par le peuple, un texte qui était contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne et évidemment inacceptable pour la Chambre des communes. Il s'agit en revanche, ce résultat des législatives, d'une double victoire pour Boris Johnson. D'abord, une victoire démocratique. Il a fait respecter le référendum de 2016, il a fait respecter le choix du peuple souverain et il a mené à son terme la négociation et il formalisera la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais c'est aussi, évidemment, une victoire politique. Il a rassemblé le peuple,
il a donné à sa famille politique son plus grand succès électoral depuis plus de 30 ans, et il s'est affranchi des grands dogmes, le laxisme migratoire ou le mondialisme comme horizon indépassable. Alors selon vous, quelles sont les leçons que l'Union européenne doit-elle tirer de ce Brexit? Finalement, si un pays, un grand pays, un État fondateur de l'Union européenne, ou en tout cas parmi les premiers à s'être alliés à ce projet, fait le choix de quitter l'Union européenne, ça devrait provoquer une vraie remise en cause. Une remise en cause sur le fonctionnement des institutions européennes et sur leurs orientations politiques. Malheureusement, ça n'est pas le cas, ils sont dans une fuite en avant. Aujourd'hui, ils veulent aller encore plus loin dans le fédéralisme, aller encore plus loin dans l'intégration européenne, encore plus loin dans le modèle qui ne marche pas, c'est-à-dire tout décider et tout imposer à 28. Ils veulent même supprimer, ça fait partie de leur projet, le principe de l'unanimité dans les décisions prises au Conseil, c'est-à-dire forcer la main à des pays contre leur avis pour qu'un certain nombre de décisions s'imposent à eux. Donc on voit qu'il y a un côté de plus en plus liberticide. On remet en cause les libertés fondamentales des peuples. Normalement, les institutions européennes, eh bien, ce sont des institutions internationales qui doivent organiser la coopération entre les nations. C'est notre vision des choses. Ça n'est pas une remise en cause des souverainetés nationales. Voilà. Eh bien, voilà, le Brexit, ça devrait être l'occasion d'une remise à plat, de réfléchir à quel est le modèle qu'on peut mettre en œuvre demain pour organiser les coopérations. Et dans le modèle que nous défendons au Rassemblement national avec nos alliés du groupe ID, eh bien justement, le fait que la Grande-Bretagne ne soit plus à l'intérieur de l'Union européenne n'empêcherait pas des coopérations à l'avenir. Nous pensons qu'on peut avoir des coopérations dans certains domaines qui impliquent la totalité des membres, dans d'autres domaines seulement certains d'entre eux, en fonction de leur histoire, de leurs intérêts, de leur position stratégique. C'est d'ailleurs la seule véritable Europe qui marche, c'est l'Europe d'Ariane, l'Europe d'Airbus, l'Europe des coopérations opérationnelles sur des projets précis et non pas un verbiage autour des valeurs que personne ne définit et qui vise en réalité à imposer finalement par le haut à Bruxelles des décisions non seulement aux chefs d'État et de gouvernement, non seulement aux majorités parlementaires dans les pays, mais même directement au peuple. Mais en pratique, l'Union européenne n'a pas du tout tiré les leçons du Brexit. C'est-à-dire qu'au lieu de modifier les traités européens pour aller vers davantage une Europe de coopération, respectueuse des souverainetés, eh bien c'est exactement malheureusement vers l'inverse que l'on se dirige, parce que dans sa résolution du 15 janvier, le Parlement européen décide assez nettement, en fait, d'engager encore la marche en avant, la fuite en avant vers une Europe toujours plus fédérale, avec davantage de compétences déléguées à l'Union et donc toujours plus d'atteintes aux souverainetés nationales. Donc malheureusement, moi je suis en mesure de constater dès maintenant que les leçons du Brexit ne sont absolument pas tirées. Alors c'est à nous, au sein du groupe Identité et Démocratie, bien sûr, de nous battre pour faire comprendre le message. Et de ce point de vue, le Brexit, c'est quand même pour nous un message qu'il est très facile de relayer, parce que c'est un des plus grands peuples de l'Union européenne qui a décidé de partir. Donc ça apporte beaucoup de crédibilité au constat qui est le nôtre, que l'Europe actuelle ne convient pas aux peuples européens. Et j'ajouterais que très récemment, notre délégation est allée en Estonie, voir, l'invitation du gouvernement estonien d'ailleurs, puisque nous avons rencontré deux des principaux ministres. Eh bien, ce qu'on a entendu là-bas, c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que l'Estonie elle-même ne souhaite pas une fuite en avant vers une Europe plus fédérale. Donc on voit bien que les peuples sont en train maintenant d'essayer de réagir. Donc c'est quand même un message d'espoir. Oui, et puis en plus, on a essayé de nous faire peur en nous disant que tout allait s'effondrer avec le Brexit. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'économie en Grande-Bretagne fonctionne très bien, un taux de chômage très bas. On aimerait bien avoir, nous aussi, un 4%. On aimerait bien avoir une création d'entreprises et d'emplois, à peu près 400 000 nouveaux salariés sur le marché en Grande-Bretagne. On aimerait bien aussi avoir une augmentation de rémunération qui est à peu près de 4%. Donc en fait, toute la peur autour du Brexit, aujourd'hui on a un résultat, c'est qu'il est positif en Grande-Bretagne. Donc voilà, là aussi, toutes les sirènes avancées par tout le système, aujourd'hui nous démontrent que c'était du faux. Et ça nous démontre encore une fois que nous avions raison au sujet du Brexit. Et puis on voit aussi que le Royaume-Uni aujourd'hui n'a pas peur du Brexit en réalité. Ils ont pris leurs dispositions, ils ont commencé en tout cas à prendre leurs dispositions, notamment sur le plan commercial, pour défendre leurs intérêts. Et donc aujourd'hui, le Brexit qui va avoir lieu de manière effective au 31 janvier grâce à l'action de Boris Johnson et au soutien populaire dont il dispose, eh bien c'est un vrai défi en revanche pour les pays européens, pour les nations européennes, parce que demain, Boris Johnson va négocier des accords commerciaux avec le monde entier.
peut-être un accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est tout à fait possible, et il va essayer d'être la porte d'entrée d'un certain nombre de produits, y compris en concurrence déloyale, sur le marché européen. Et donc, est-ce que les institutions européennes seront capables de nous protéger? Est-ce qu'on sera capable à la fois de préserver de bonnes relations, d'amitié, de voisinage avec la Grande-Bretagne, mais en même temps être capable de mettre en place les protections douanières pour éviter finalement d'être un peu les dindons de la farce, c'est-à-dire de se retrouver avec le Royaume-Uni qui aurait tous les avantages à être en accord commercial privilégié avec l'Union européenne sans en avoir plus aucune des contraintes et des difficultés qui sont provoquées par le carcan bruxellois. Virginie Joron, vous avez justement évoqué la question du Brexit sur le plan économique. Le Brexit était donc annoncé comme un cataclysme économique. Visiblement, ce n'est pas le cas. Oui. Est-ce que vous pensez que les médias ils ont un peu cherché à influencer la décision du peuple britannique? Bien sûr, déjà au premier référendum, on l'a encore vu au deuxième, puisque c'était comme un deuxième référendum. Donc effectivement, on a bien vu toute la presse, tout le système aux abois, à essayer de faire peur en disant que ça y est, c'était terminé, l'économie allait s'effondrer même au niveau français, que les échanges allaient être difficiles, mais on voit bien que les accords commerciaux sont possibles. On voit bien, on a un exemple, c'est la Suisse, qui est dans l'Union européenne et en même temps hors Union européenne. On voit bien que les échanges commerciaux sont possibles. C'est à peu près 1 milliard d'euros par jour avec l'Union européenne. Donc on avait déjà des exemples très concrets qui nous démontraient qu'il n'y avait aucune peur à avoir. Effectivement, le système a essayé de changer l'opinion publique en faisant peur, en disant que ça y est, c'était terminé, qu'il y avait une délocalisation des banques. Mais en fait, concrètement, il y a eu très peu de délocalisation. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien que les résultats sont plutôt positifs avec effectivement un taux de chômage, je l'ai déjà dit, mais à 4%. Qui n'aimerait pas avoir aujourd'hui un taux de chômage aussi bas? Je crois que nous, on n'a pas de leçon à donner à la Grande-Bretagne. Au contraire, on a plutôt à en prendre. Alors, Jeremy Corbyn a pratiqué une campagne particulièrement communautaire. Est-ce que son échec, c'est aussi une sanction contre une telle pratique? Alors, bon, la campagne a manifesté la victoire quand même des mouvements qui étaient, comme Boris Johnson d'ailleurs, favorables à davantage de respect de la souveraineté nationale. Donc, vous me citez Corbyn, mais Corbyn, c'est l'un des plus grands perdants de ce qui s'est produit, puisqu'il a perdu en particulier non seulement les élections européennes, mais aussi plus récemment les élections législatives au Royaume-Uni. Et Corbyn, c'était justement le tenant d'une ligne qui tendait à remettre en cause le Brexit. Donc on voit très bien que, contrairement à ce que nous disaient les médias français, eh bien, le peuple britannique n'a pas du tout changé d'avis. À chaque fois qu'on lui a donné la possibilité de s'exprimer depuis le Brexit, il a toujours voté en faveur de ceux qui portaient justement le message de la sortie de l'Union européenne. Donc la figure de Corbyn, pour nous, elle est emblématique du rejet des eurocrates par les peuples européens. Et on parlait tout à l'heure de Guy Verhofstadt, qui est l'un des eurocrates en chef qui sévit ici, mais je dois dire que le fait qu'on ait réussi à faire le Brexit assez rapidement depuis que Johnson est au pouvoir, c'est aussi une défaite personnelle pour Guy Verhofstadt, parce que là encore, je suis témoin qu'au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, il n'avait de cesse de jouer les oiseaux de mauvais augure en disant qu'on n'allait pas y arriver, que le Royaume-Uni n'allait pas obtenir son Brexit tout de suite, etc. Eh bien, vous voyez, tous les oiseaux de mauvais augure, de Verhofstadt à Corbyn, ont perdu. Et je m'en réjouis. Nicolas B. Viktor Orban vient d'évoquer son retrait possible du PPE. En commentaire? Oui, c'est une affaire qui remonte maintenant à quelques années. Viktor Orban prend des positions très claires de défense de l'identité de la Hongrie et ce faisant des autres nations d'Europe, de défense de la sécurité des Hongrois, de lutte contre l'immigration, il s'attache à défendre un certain nombre de valeurs fondamentales, il manifeste ouvertement son attachement aux racines chrétiennes de l'Europe. Tout ça fait qu'il n'a plus tellement sa place au PPE et aujourd'hui le PPE le lui montre bien. On a vu ici même au Parlement européen un certain nombre de textes très hostile à l'égard de la Hongrie, très hostile à l'égard du respect de la souveraineté hongroise. Et ces textes ont été votés en large partie par le PPE, y compris d'ailleurs par un certain nombre de députés des Républicains. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a une recomposition politique qui est en cours, en réalité à l'échelle continentale. Non seulement un certain nombre de nos alliés, de nos amis sont au pouvoir
y ont été, y reviendront. Je pense à l'Italie, en Autriche, je pense à l'Estonie que Gilles Le Breton évoquait tout à l'heure. Mais il y a également nos idées qui sont au pouvoir dans un certain nombre de pays. Je pense à la Pologne ou à la Hongrie. Et en réalité, ceux qui étaient dans d'autres groupes politiques que le nôtre jusqu'à présent, eh bien, ça ne nous empêche pas de travailler avec eux, ça ne nous empêche pas de joindre nos votes sur un certain nombre de sujets fondamentaux dans l'hémicycle et ça ne nous empêchera pas, je pense, à l'avenir de travailler ensemble. Nous soutenons la Hongrie, nous considérons que Viktor Orban, qui est le chef de gouvernement qui a la plus grande légitimité de la totalité des pays européens, puisqu'aux élections européennes, il est le seul à avoir obtenu pour son parti, le Fidesz, une majorité absolue. Donc ça montre qu'il a un soutien populaire et je pense que c'est ce qui exaspère les technocrates. Et donc pour terminer, qu'est-ce que pour votre groupe, pour votre délégation française, le Brexit va changer au niveau du travail? Plusieurs choses. D'abord, très concrètement et de manière très pratique, notre groupe Identité et Démocratie, qui a actuellement 73 députés et qui est aujourd'hui le 5e groupe numériquement du Parlement européen, eh bien, il va avoir 3 députés de plus. Un néerlandais, un italien et un français, et il va être, avec 76 députés, le 4e groupe du Parlement européen. Ça, c'est la réalité bien concrète qui sera effective dès le 31 janvier. Ensuite, pour notre délégation, pour les députés européens du Rassemblement national, eh bien, nous allons avoir Jean-Lin Lacapelle qui va nous rejoindre. Il était bloqué en quelque sorte depuis quelques mois. Il avait été élu par le choix des électeurs, mais tant que le Brexit n'était pas effectif, eh bien, il n'était pas en fonction. Donc nous n'aurons plus 22 députés européens, mais désormais 23. Ça nous rendra, je pense, d'autant plus efficaces dans le combat parlementaire au quotidien. Et puis surtout, je crois que le Brexit, c'est l'occasion, encore une fois, d'une remise à plat totale du projet européen. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut tout changer du sol au plafond. Changer le fonctionnement, en finir avec les pouvoirs exorbitants de la Commission européenne, faire en sorte que ce soit les peuples qui, en dernier ressort, aient la décision, et puis changer les orientations politiques. Les coopérations européennes, nous y sommes favorables. Nous savons qu'il y a une communauté de civilisation. Nous savons et nous sommes convaincus qu'il y a des défis communs à relever. Mais si l'Europe ne sert pas à protéger nos frontières, si elle ne sert pas à préserver notre identité, si elle ne sert pas à préserver nos intérêts économiques, à nous protéger et à peser sur la scène mondiale, eh bien à ce moment-là, elle se montrera en faillite et il en sera fini de ce projet. Merci Nicolas Bay. Merci à nos 3 invités d'être venus sur ce plateau, sur le plateau de Vue d'Europe. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.